Bonjour Jean. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo intéressante je pense sur Pillars of Eternity parce que depuis que j'ai accès à la version finale du jeu qui m'a été fournie par l'éditeur il y a déjà pas mal de temps, quasiment une semaine avant la sortie finale, beaucoup de gens m'ont demandé des conseils sur les classes du jeu. Alors évidemment, malgré le fait que j'ai déjà joué pas mal d'heures, une bonne trentaine d'heures au jeu, j'ai pas non plus joué une trentaine d'heures à toutes les classes, n'est-ce pas? Donc ce sont des conseils à prendre avec certaines pincettes. Donc je vais prendre aussi en compte mon expérience sur la bêta du jeu, malgré le fait que certaines des classes ont été changées depuis lors. Donc ce sera une vidéo qui aura zéro gameplay, hein. Tout ce que je vais faire, c'est vous parler un peu de toutes les classes du jeu, de mon expérience avec chacune d'entre elles, sur la bêta ou sur le jeu final, si jamais j'ai eu l'occasion de les croiser. Sur le jeu final, j'éviterai évidemment de spoiler évidemment quoi que ce soit sur le scénario pour éviter que les gens qui, contrairement à moi, n'ont pas encore accès au jeu final aient quoi que ce soit de gâché. Alors, tout ça, ça n'a pas grand intérêt, je dois dire, vu que l'on se moque un petit peu de la race que l'on va jouer. Notez tout de même que chaque race a quand même un bonus racial intéressant, notamment un bonus qui est très à la mode, c'est celui des Zomoa, le bonus de plus 2 de might, qui est très très à la mode. Mais tout ça, on s'en fout un peu. Voilà ce qui nous intéresse. Alors, comme vous pouvez voir, Pillars of Eternity propose quand même un certain nombre de classes jouables. Parmi celles-ci, on a évidemment des classiques, donc guerrier, paladin, wizard, rogue, ranger, tout ça c'est des choses que l'on connaît bien. Et on a également des moins classiques, comme le cypher ou le chanteur par exemple. Cela dit, toutes les classes classiques ne sont peut-être pas aussi basiques qu'elles pourraient l'être habituellement. Alors comme vous pouvez voir, la classe par défaut qui nous assigne au tout départ, c'est le fighter, ce qui est d'ailleurs pas nécessairement la meilleure classe à choisir pour commencer, parce que c'est pas ce qui manque des ersatz de fighter lorsque tu débutes le scénario du jeu. Donc peut-être pas nécessairement obligatoire, disons, de jouer guerrier, hein. Ne pensez pas évidemment être forcé à jouer ce genre de classe. On recrute assez vite des personnages, je dirais, génériques au début du scénario du jeu. Alors évidemment, je ne veux pas vous spoiler qui il s'agit ou de ce qu'ils font, mais n'hésitez pas à jouer une classe à un minimum original parce que le jeu vous le permet tout à fait, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je crois que les seules classes dans le jeu qui ne sont pas recrutables en tant que personnage scénarisé, j'entends, c'est le barbare, le rogue, et la troisième, je me rappelle plus laquelle c'est. Je me rappelle plus laquelle. Troisième, je sais pas si c'est pas Cypher ou Chanteur, il y en a un des deux qui est pas recrutable. Je me rappelle plus laquelle est la troisième. Cela dit, comme vous le savez peut-être, Pillars of Eternity vous permet en fait d'aller dans une taverne et de créer vos propres compagnons à recruter si jamais vous n'avez pas ce qu'il vous faut dans votre groupe. Donc ça coûte de l'argent dans le jeu, mais c'est pas nécessairement un facteur limitant. Donc si jamais vous trouvez pas ce que vous voulez recruter, bah, vous pouvez passer à une taverne et créer un second personnage personnalisé afin de remplir, n'est-ce pas? Donc on va commencer par le fighter, vu que c'est la classe de base. Donc le fighter, évidemment, comme c'est généralement le cas dans les jeux de ce type, ça va être un combattant qu'on va généralement utiliser principalement au corps à corps. C'est globalement un tank, je dirais, malgré le fait qu'il cause quand même des dégâts tout à fait respectables. Faut vraiment pas s'étonner si votre fighter est un des meilleurs tueurs, entre guillemets, de votre groupe. Le fait qu'il cause des dégâts respectables n'empêche pas que c'est surtout un mec super solide. Pourquoi il va être super solide le fighter? Parce qu'il va notamment avoir ce qu'ils appellent des positions modales qui vont en fait pouvoir être activées. C'est un peu comme des auras pour caricaturiser. Qui vont lui permettre notamment d'être vachement plus solide. Donc il a, par exemple, une de ses auras va lui donner un boost massif à toutes ses stats de défense, donc réflexe, déflexion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Pillars of Eternity utilise une multitude de statistiques défensives. Donc on a les réflexes, on a la fortitude et on a la déflexion. Chacun de ces types de dégâts va être puissant contre un certain type d'attaque.
Par exemple, la déflexion, est-ce qu'elle est plus efficace contre les armes à distance en règle générale, pour vous expliquer, n'est-ce pas? Les armures vont également avoir des statistiques euh, d'absorption des dégâts différentes selon les types de dégâts reçus. Donc le fait que le guerrier puisse se donner un gros boost comme ça à la résistance à tout, pour être tout à fait franc, ça le permet d'être particulièrement solide. Le guerrier a également le gros avantage de régénérer de l'endurance constamment pendant les combats. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Pillars of Eternity utilise un système de vie qui est un petit peu double. Donc on a de la vie et on a de l'endurance. Donc l'endurance, c'est ce qui va baisser en priorité lorsqu'on va prendre des coups au combat. Lorsqu'on perd toute notre endurance, notre personnage va perdre connaissance et perdre de la vie. Si tu perds toute ta vie, tu meurs. Le guerrier a ce gros avantage de régénérer de l'endurance en continu pendant les combats, ce qui permet évidemment de compenser un peu les gifles qu'il va prendre. Du point de vue des aptitudes qui sont pratiques avec le guerrier, alors comme je l'ai dit, j'aime bien la position modale qui te permet de récupérer le gros bonus de défense, je la trouve vraiment super utile. Il en a une autre qui te permet également d'aider tes compagnons au combat d'un point de vue défensif, mais qui baisse ta précision. Je suis pas certain que ce soit nécessairement hyper intéressant d'utiliser celle-là. Je préfère l'autre, honnêtement. Il a également une attaque qui est extrêmement utile, qui te permet de renverser les ennemis. Elle est extrêmement puissante. Lorsque tu commences un combat, généralement, la première chose que tu fais, c'est que tu gifles un mec. Généralement, le mec qui a l'air le plus dangereux dans le tas, pour qu'il bouffe le sol pendant quelques secondes. Ça peut vraiment faire la différence. D'ailleurs, vous le verrez, parce que lorsque les guerriers ennemis vont vous renverser vos mecs, vous allez sérieusement faire la gueule. Donc, renverser les gens, vraiment super utile. Alors cela dit, un truc que je dirais, c'est que le guerrier, malgré le fait qu'il est plus actif d'un point de vue jouabilité qu'il pouvait l'être dans les jeux Infinity Engine, n'est-ce pas? Donc tout ce qui est Baldur's Gate, Icewind Dale et ainsi de suite. Il reste quand même pas le personnage le plus intense d'un point de vue micromanagement. À ce niveau-là, c'est quand même pas le personnage sur lequel vous allez avoir très vite beaucoup de capacités actives. Généralement, t'arrives niveau 5, niveau 6, t'as peut-être une ou deux capacités actives, dont une qui sera généralement modale, donc que t'auras besoin d'activer qu'une fois, et elle sera constamment en cours. Donc là, vous pouvez voir par exemple Knockdown. Il en a également une seconde. C'est pas celle-là. Je me souviens plus comment elle s'appelle, la seconde aptitude, mais il a une seconde aptitude qui est pas mal également, qui est une espèce de balayage qui te permet de dégager les mecs. Donc c'est pratique pour repousser les gens qui sont par exemple en train de taper sur ton mage. C'est une aptitude en plus qui tape en cône, qui est assez pratique à ce niveau-là, parce que au cas où vous ne le sauriez pas, dans Pillars of Eternity, les personnages ont ce qu'ils appellent une portée d'engagement, donc c'est un petit peu comme les attaques d'opportunité qu'on peut avoir dans certains jeux de rôle papier. Et la portée d'engagement, en fait, t'oblige, entre guillemets, à rester au corps à corps avec un ennemi qui est arrivé face à toi, pour éviter de prendre une attaque gratuite dans la tronche. Donc cette attaque dont je vous parle, je suis désolé, j'en ai oublié le nom, permet de dégager les mecs qui sont venus, par exemple, taper ton mage au corps à corps. Donc tu arrives avec ton guerrier, tu balayes tout le monde et il dégage un peu. Alors d'un point de vue statistique, comme vous pouvez le voir, les stats conseillés pour le guerrier sont la constitution, la perception et Resolve. Pourquoi Resolve va être intéressant? Principalement pour tout ce qui va être résistance. Donc Resolve va nous donner pas mal de bonus, notamment à nos résistances, à tout ce qui va être sorts mentaux. Également pas mal de défense. Perception, pareil, va être pas mal pour la défense. J'aime beaucoup la stat de perception parce qu'elle augmente non seulement ta déflexion, mais également tes réflexes, donc ça c'est assez pratique. Honnêtement, la stat d'interruption va pas nécessairement être ce qu'il y a de plus utile dans la grosse majorité des cas, honnêtement, parce que interrompre les mecs, certes, c'est cool, mais quand t'as une aptitude qui te permet de gifler les mecs pour les faire tomber au sol, c'est généralement ce que tu vas utiliser pour les interrompre, surtout que tu peux l'utiliser plusieurs fois pendant le même combat, knockdown, donc c'est quand même assez pratique à ce niveau-là. Enfin, je parle de mes habitudes personnelles lorsque j'utilise un guerrier. Constitution, évidemment, va nous aider à être plus solide, donc ça va nous donner non seulement un bonus d'endurance et de vie, ce qui est plus ou moins les points de vie de notre personnage, mais également un bonus en fortitude, ce qui va être un bonus défensif pour la grosse majorité des attaques qu'on ne va pas arriver soit à esquiver, soit à parer. J'aurais toutefois tendance à dire que la constitution, malgré le fait que c'est une stat hautement recommandée par le guerrier, c'est peut-être pas nécessaire d'y aller comme un porc dedans.
Évidemment, on pourrait se dire, ok, c'est hautement recommandé, donc je vais foutre 18 points dedans. Honnêtement, d'après ce que j'ai vu, c'est peut-être pas nécessaire d'y aller aussi vénère dans la Constitution. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dirais qui se répète assez généralement pour toutes les classes. Parce que je trouve on y gagne peut-être pas tant que ça en Constitution sur le long terme, surtout que c'est un bonus de pourcentage. Euh, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, honnêtement, avec le guerrier, d'avoir non plus 1 milliard de Constitution. Personnellement, je pense que si je devais faire un guerrier, je lui mettrais pas plus de 14 en Constitution. Euh, et je profiterais des bonus de points que ça me permettrait d'avoir pour, par exemple, investir en Might, qui évidemment est plus ou moins la stat pour faire des dégâts dans le jeu. Pour résumer très grossièrement. Que vous soyez d'ailleurs un personnage typé guerrier ou typé mage, ça ne change rien à ce niveau-là. Donc si vous voulez que votre guerrier fasse un peu de dégâts au passage, vous pouvez lui coller pas mal de points en might. Vous pouvez également même partir complètement en might si vous voulez. Après, tous les stats recommandés ne sont pas non plus des obligations. Hein. J'aurais tendance toutefois à pas partir dans le négatif avec la dextérité, malgré le fait que ça puisse être tentant de baisser un peu des points pour en avoir plus ailleurs. Parce que baisser en réflexe va vous rendre un peu plus vulnérable, évidemment, d'un point de vue défensif. Intellect, par contre, peut être sacrifié un peu. Ça va baisser vos jets... J'allais dire jet de sauvegarde, ça va baisser votre résistance aux sorts mentaux, mais comme vous allez avoir un score relativement élevé en resolve, ça devrait compenser. Et le reste n'est pas vraiment une très grosse perte, je pense, pour le guerrier d'un point de vue intellect. Les effets de zone, c'est pas non plus leur spécialité. Donc, je sais pas, mais j'aurais quand même tendance à pas non plus y aller trop violemment, du style faire ça, c'est quand même pas très intelligent. Surtout que ça va quand même influencer la durée de vos aptitudes spéciales, notamment le knockdown, dont la durée est quand même importante. Parce que lorsque tu te bats contre un groupe et que tu arrives à faire tomber le boss du groupe par terre pendant 5 ou 6 secondes, ça peut être vraiment le facteur qui décide l'issue du combat, vraiment. Hein. C'est une capacité qui est vraiment extrêmement utile. Donc voilà pour mon aperçu du guerrier. Évidemment, vous pouvez jouer un guerrier avec une armure lourde, avec une armure légère, avec une arme, deux armes, une arme à deux mains. Pillars of Eternity pas très discriminatoire à ce niveau-là, tu fais un peu ce que tu veux. Personnellement, les meilleurs résultats que j'ai eu avec un guerrier, c'était avec une arme à deux mains, assez étonnamment. Ça l'empêchait pas d'être super solide, et ça lui permettait de causer des dégâts assez importants à côté. Comme je l'ai dit, par contre, vraiment le guerrier, vous attendez pas à avoir des milliards non plus de choses à faire avec le guerrier en particulier pendant le combat, c'est-à-dire pas non plus 1 milliard de compétences en comparaison aux autres classe. On va rester dans les gens qui aiment bien taper sur des autres gens. Pour passer sur le barbare. Donc le barbare, généralement, le stéréotype, c'est qu'ils sont plus solides que le guerrier, mais un peu moins, disons, organisés, n'est-ce pas? Alors, la manière dont Pillars of Eternity rend ça, c'est déjà le barbare commence avec plus de points de vie. D'ailleurs, je crois que c'est la classe qui commence avec le plus de points de vie. Ce qui en fait, évidemment, un personnage déjà assez robuste d'entrée de jeu. Cela dit, d'un point de vue aptitude purement défensive, le guerrier va être meilleur. Les aptitudes de guerrier, tu vas avoir pas mal d'aptitudes qui vont booster tes chances de réflexe et ainsi de suite. Le barbare, tu vas pas autant avoir ça. Généralement, le barbare, sa capacité de défense principale, ça va être le fait qu'il est très très dur à tuer parce qu'il a énormément de points de vie. L'aptitude passive du barbare, contrairement au guerrier, donc le guerrier régénère son endurance. Le barbare, lui, il a une aptitude très intéressante qui s'appelle Carnage. Alors qu'est-ce que c'est Carnage? Carnage, ça veut dire qu'à chaque coup que vous allez faire une attaque de base avec votre barbare, il va toucher en fait tous les gens qui sont autour de sa cible. Donc en gros, le barbare, toutes ses attaques de base vont être des attaques de zone, ce qui évidemment le rend très efficace dans les combats contre les groupes. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va retrouver au milieu de ses talents, puisque certains de ses talents vont lui permettre en fait d'avoir ce qu'ils appellent une limite d'engagement supplémentaire, ce qui en fait va l'arranger lorsqu'il se bat en infériorité numérique. Donc il va avoir une tendance à mieux résister au combat contre les groupes que les autres personnages du jeu, ce qui est évidemment assez logique quand on considère le fait que toutes ces attaques sont des attaques de zone, ce qui évidemment va le rendre très très balèze contre les unités multiples. Généralement le barbare vraiment, je dirais
dans un engagement classique, t'envoies ton guerrier contre le mec le plus balèze du groupe, et t'envoies le barbare massacrer la gueule de tout tout le reste des ennemis. Un personnage très intéressant à jouer, le barbare. Euh, donc, vous pouvez voir les deux aptitudes de départ du barbare, c'est Frenzy, qui est un peu la rage classique du barbare, et Barbare Ekiel. Alors Frenzy, ça peut être tentant de commencer avec, mais j'aurais tendance à dire de la garder un peu pour plus tard. C'est une excellente aptitude, Frenzy, parce que comme vous pouvez le voir, ça vous donne un bonus assez conséquent de statistiques. On peut l'utiliser une fois par bataille. Le petit problème pour Frenzy, je dirais, à bas niveau, c'est que lorsque tu actives Frenzy avec ton barbare, tu vois plus sa vie. Donc comme il est enragé, on voit plus sa vie, on voit plus son endurance. Donc à bas niveau, ça peut te foutre dans la merde, soyons honnêtes. Donc j'aurais tendance à garder Frenzy peut-être pour un peu plus tard. Barbare Ekiel est pas mal, tu peux l'utiliser plusieurs fois par combat. Deux fois de base. C'est un cri de guerre en fait qui va avoir une chance d'effrayer les ennemis. Ce qui est assez pratique. La zone d'effet est tout à fait grande en plus. Donc c'est pas mal du tout. Du point de vue des autres aptitudes que j'aime bien chez le barbare, il y a une aptitude défensive qui s'appelle... Je ne sais plus comment, Savage quelque chose. Je me rappelle plus le nom de l'aptitude. C'est l'aptitude qui permet de régénérer de l'endurance. Je crois que de base c'est quelque chose comme 92 ou une connerie comme ça d'endurance sur une dizaine de secondes. Donc c'est, comme je l'ai dit, l'aptitude principale de défense du barbare, ça va être sa grosse quantité de points de vie. Donc cette aptitude de régénération, je crois que c'est Savage Defiance qu'elle s'appelle, va te permettre de régénérer de la vie à un rythme très élevé pendant le combat. Donc évidemment très pratique. C'est une aptitude que tu peux utiliser qu'une fois par combat, d'après ce que j'ai vu. On peut l'améliorer avec un talent pour qu'en plus de te régénérer de la vie, elle te donne un bonus défensif. Donc ça peut être pratique si vous trouvez que votre barbare est pas assez costaud. Autre aptitude intéressante avec le barbare, on a Barbaric Blow, qui est un talent en fait, pas une aptitude, ce qui est assez étonnant parce que c'est une capacité active et que généralement les talents sont des capacités passives, d'après ce que j'ai vu sur le jeu. Barbaric Blow, qui est en fait un gros coup qui fait super mal, donc ça fait, je crois qu'il fait 25% de dégâts en plus qu'un coup normal, plus de chances de coup critique. Donc c'est en gros une grosse patate. J'ai one-shot pas mal de monde avec Barbaric Blow sur mon barbare. Donc un pouvoir que j'aime bien, Barbaric Blow. C'est pas nécessairement un pouvoir super original, soyons honnêtes, hein, c'est juste un gros coup d'épée sur la tronche, enfin d'épée ou de quel que soit l'outil que tu utilises sur la tronche, mais ça peut permettre, disons, de faire la différence au début du combat si tu identifies immédiatement quelqu'un qui a pas beaucoup de points de vie, que tu lui colles un gros Barbaric Blow sur la gueule. Si t'as du bol et que c'est un coup critique, il est généralement assez fréquent de voir des gens se faire one-shot par cette attaque, donc ça peut être très pratique. Donc voilà pour les aptitudes du barbare. Alors les statistiques du barbare sont plus originales que vous pourrez le croire. Comme vous pouvez le voir, ses aptitudes conseillées sont Might, Constitution, Dextérité et Intellect. Alors ça va surprendre pas mal de monde. Alors pour le barbare, j'aurais tendance à dire la même chose que le guerrier. Investissez peut-être pas trop en Constitution. Alors je sais que ça peut paraître curieux comme conseil, mais j'aurais tendance à dire que pour le barbare, la dextérité est quasiment aussi efficace que la constitution d'un point de vue défensif. Alors cela dit, comme le barbare est le personnage avec le plus de points de vie, c'est lui qui profitera le plus de la constitution, vu que c'est un bonus de pourcentage, n'est-ce pas? Donc je dirais, faites attention quand même, parce que avoir un bonus en réflexe va être très important pour le barbare, généralement, parce que comme je l'ai dit, contrairement au guerrier, il va pas avoir autant d'aptitudes qui vont lui booster directement toutes ses aptitudes défensives. Et ça va être très important à ce niveau-là de compenser autant que possible. Évidemment, investir en might pour faire des dégâts, c'est aussi simple que ça. Donc plus vous voulez faire de dégâts, plus vous mettez en might. Ça, c'est pas vraiment quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. Ça va vous aider également sur le point de vue défensif, en plus d'avoir might, parce que ça vous donne un bonus de fortitude. Donc à ce niveau-là, c'est relativement cool aussi. Sacrifiez pas la perception. Ça peut être tentant, mais le faites pas, parce que ça va vous baisser votre déflexion et vos réflexes. Ce qui pourrait vous coûter cher sur le point de vue défensif. Oubliez pas que votre seule défense, c'est votre quantité très élevée de points de vie, donc moins vous vous faites toucher, mieux c'est. Resolve, honnêtement, est peut-être la statistique la moins importante pour le barbare. Je dirais quand même pas en sacrifier des masses, je dois dire, mais c'est la moins importante, je pense, de loin. Et enfin, nous avons Intellect. Alors, ça peut paraître très très bizarre, et honnêtement, ça l'est, d'avoir l'Intellect de recommander pour le barbare. La raison pour laquelle l'intellect est recommandé pour le barbare, c'est que l'intellect est en fait le facteur le plus important du jeu pour tout ce qui est attaque de zone. Et comme je vous l'ai dit au début, le barbare commence avec une aptitude passive qui s'appelle Carnage,
qui va en fait transformer toutes ses attaques de base en attaques de zone. Donc évidemment, avoir un intellect relativement élevé pour pouvoir profiter de ces attaques de zone va être beaucoup plus important qu'on le penserait. Donc oui, c'est très bizarre de créer des barbares qui sont tous des intellectuels, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le système de jeu qui fonctionne comme ça. Ça paraît peut-être pas spécialement intuitif à ce niveau-là, mais c'est quand même une stat importante, l'intellect, pardon. Euh, Peut-être pas non plus y mettre 18 points, quoique ça se trouve ça a peut-être des résultats excellents, j'en sais rien. Hein. J'ai pas non plus expérimenté au-delà de ça. Mais partez pas sur le principe, disons, stéréotypé de j'ai un barbare, donc l'intelligence je m'en fous, parce que c'est pas le cas dans Pillars of Eternity. Donc faites attention à ça. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le barbare. Honnêtement, le barbare, je trouve que c'est une classe très fun à jouer. Contrairement au guerrier, c'est en plus une classe qui a pas mal d'aptitudes actives assez vite. Honnêtement, dès le level quelque chose comme 4 ou 5, tu peux te retrouver avec 3-4 aptitudes actives au combat. Donc ta rage, ton cri de guerre, tu peux avoir par exemple le pouvoir défensif dont j'ai encore oublié le nom, tu peux avoir Barbaric Blow, donc tu peux avoir vraiment pas mal de trucs actifs à faire pendant le combat à bas niveau. Donc si jamais votre délire c'est de faire un combattant martial entre guillemets, mais que vous n'aimiez pas le côté un peu trop passif de ces combattants martiaux dans les jeux Infinity Engine, le barbare pourrait être un bon choix pour vous. Honnêtement, je le trouve assez rigolo à jouer. Évidemment, généralement, le barbare, général, ça lui collait la plus grosse arme possible en main, parce que la capacité carnage qui te permet évidemment de faire des attaques de zone sur chaque attaque normale est généralement très efficace avec une grosse épée. Alors nous allons maintenant passer au Cypher, qui est probablement l'une des classes les plus originales du jeu. Donc qu'est-ce que c'est un Cypher? Pour résumer très grossièrement, c'est un guerrier psychique. Donc le Cypher va utiliser des sortilèges qui en fait n'en sont pas, ce sont des pouvoirs psychiques, pour assister ses alliés au combat et pourrir la vie des ennemis. Alors en tant que lanceur de sorts, le Cypher utilise un système assez original qui s'appelle en fait le Soul Whip. Qu'est-ce que c'est le Soul Whip? C'est en fait un passif qui fait que chaque attaque que tu vas faire avec ton arme, quelle que soit l'arme d'ailleurs, que ce soit une arme à distance ou une arme de près, hein, va générer ce qu'ils appellent du focus. Donc c'est une espèce de jauge, une petite jauge violette spéciale qui apparaît en dessous de ton portrait. À noter que tu commences le combat avec une certaine quantité de focus d'ailleurs. Ça va charger ta jauge de focus à chaque coup que tu fais une attaque normale, et tu vas utiliser en fait ces points de focus, un petit peu comme des points de mana en gros, pour utiliser tes pouvoirs psychiques qui vont, comme un mage, se séparer en plusieurs niveaux. Alors la raison pour laquelle le Cypher est intéressant, c'est que c'est un lanceur de sorts que j'aurais tendance à appeler lanceur de sorts casse-bonbon. Alors qu'est-ce que j'entends par cela? C'est que l'arsenal magique du Cypher est largement concentré en fait sur tous ces pouvoirs magiques qui vont pourrir un peu la vie de l'ennemi. Donc si vous aimez les charmes, si vous aimez aveugler les ennemis, si vous aimez immobiliser les ennemis, le Cypher a des pouvoirs comme ça. C'est pas un lanceur de sorts qui va avoir énormément de pouvoirs offensifs. Il y en a, mais c'est pas vraiment la priorité. Généralement, t'en as un par niveau. Mais si vous aimez tout ce qui est domination, tout ce qui est buff des alliés, par exemple, le Cypher a un pouvoir que j'aime beaucoup, qui est en fait un buff que tu colles sur un de tes alliés, et à chaque coup qu'il va prendre des dégâts, les gens qui l'endommagent vont reprendre une partie des dégâts dans la gueule. Donc évidemment un buff très utile à balancer sur un barbare ou un guerrier. Il a également pas mal de buffs qui sont des liens. Donc en fait tu vas cibler un mec, que ce soit un allié ou un ennemi, et tous les gens qui vont passer entre le Cypher et l'allié, ou l'ennemi et le Cypher vont recevoir un effet, que ce soit un effet négatif ou positif. Donc c'est un lanceur de sorts qui est assez intéressant à ce niveau-là, vraiment que des sorts un petit peu complexes, alambiqués, avec pas mal de choses rigolotes à faire au combat. Donc c'est un personnage que j'aime bien, le Cypher. Ce que je lui reprocherais par contre au Cypher, ses sorts sont assez longs à lancer. Donc à ce niveau-là, ça peut être un peu handicapant, principalement parce que comme ils mettent un certain temps à charger ces sorts, ça veut dire que c'est autant de temps que tu ne passes pas à attaquer, et donc à récupérer d'énergie magique, entre guillemets. Cela dit, c'est une classe que j'aime beaucoup. Je pense que c'est probablement la classe que je jouerai sur mon run YouTube. J'aime beaucoup le Cypher. J'aime bien les lanceurs de sorts qui balancent ce genre de sorts, honnêtement. Alors ensuite, nous avons le Paladin. Donc le Paladin qui est évidemment... quoique je pourrais peut-être vous montrer les stats du Cypher si je suis
Intéressant. Donc là, vous pouvez voir un premier exemple des sorts du Cypher. Donc vous avez par exemple Whisper of Treason, qui est une espèce de mini-charme. Vous avez Eye Strike, qui est un aveuglement. Vous avez Soul Shock, qui il me semble est un bouclier électrique. Vous avez Antipathetic Field, je ne sais même pas ce que ça fait. Ouais, voilà, donc ça, tu cibles quelqu'un et tous les gens qui passent entre les deux reçoivent des dégâts corrosifs. Donc voilà le genre de sort auquel vous pouvez vous attendre avec, avec le Cypher. Personnellement, j'aime bien Ice Strike et j'aime bien Whisper of Reason. D'un point de vue stats, comme c'est un personnage qui va généralement causer pas mal de dégâts, évidemment, Might est important. La dextérité, je dirais, est important notamment pour accélérer son action, parce que comme je l'ai dit, c'est des sorts qui partent assez lentement, le Cypher, donc ça peut être pratique d'agir plus vite le reste du temps. Et l'intellect pour les zones d'effet principalement, et la durée, qui va évidemment être très importante, notamment parce que le Cypher a plusieurs sorts de domination mentale, donc plus ça dure longtemps, plus ça t'arrange. Il me semble notamment que celui qui est de niveau 3 dure une quinzaine de secondes. Avoir le contrôle mental d'un ennemi puissant pendant une quinzaine de secondes, il y a moyen de se faire plaisir avec. Pour être tout à fait honnête. Donc revenons à nos moutons. Le paladin. Alors le paladin, évidemment, c'est le stéréotype du guerrier zélé, n'est-ce pas? Cela dit, tous les paladins dans Pillars of Eternity ne sont pas nécessairement le stéréotype de paladin, n'est-ce pas, qui est le chevalier sans peur et sans reproche. Il y a également des paladins, entre guillemets, méchants dans Pillars of Eternity. D'ailleurs, je crois que tu le choisis dès le début. Voilà. Donc, lorsque tu choisis avec ton paladin, tu dois choisir un ordre. Et cet ordre va avoir de l'importance sur ton progrès dans le jeu. Parce qu'en fait, les paladins, un petit peu comme les prêtres, vont recevoir des bonus ou des malus en fonction de leur comportement vis-à-vis de leurs convictions. Donc par exemple, si vous regardez les Bleak Walkers, leur disposition favorite, c'est d'être cruel et agressif, et leur disposition qu'ils n'aiment pas du tout, c'est d'être bénévolent et diplomatique. Donc si jamais j'agis de manière trop diplomatique, je vais recevoir des malus, et si j'agis de manière cruelle et agressive, évidemment, tout se passe bien. Donc comme vous pouvez voir, déjà, on peut avoir un paladin qui est cruel et agressif, ou passionné et intelligent, ou rationnel. Donc vous pouvez voir, il y a vraiment moyen de faire un paladin qui n'est pas nécessairement un stéréotype. Euh, il va y avoir une certaine importance de suivre ta foi. Alors, l'aptitude de base du paladin, c'est ce qu'ils appellent Faith and Conviction. C'est une espèce d'aura, en fait, passive, qui te donne certains bonus, qu'on peut d'ailleurs modifier avec des talents pour la rendre encore plus balèze. Et c'est les effets de cette aura qui vont être, en fait, variables selon ton comportement au fur et à mesure du jeu. Alors d'un point de vue aptitude de départ, vous avez le choix entre Flames of Devotion et Leonhands. Pardon. Leonhands est évidemment une aptitude assez classique de paladin qui va te permettre de restituer un petit peu d'endurance. Donc relativement utile en combat. C'est surtout serviable parce que généralement tu joues un paladin en tant que guerrier au corps à corps, donc c'est serviable pour aider disons, collègues qui sont au corps à corps sans avoir nécessairement déplacé ton prêtre, par exemple. Et Flames of Devotion, c'est une attaque qui est un gros coup sur la tronche, qui cause en plus des dégâts brûlants. On peut la modifier à terme avec des talents pour la rendre plus efficace. Alors le paladin au combat, comme vous pouvez voir, les aptitudes qui lui sont conseillées, c'est Might, Perception, Intellect et Resolve. Alors en voyant Might de conseiller, on pourrait se dire le paladin va être un damage dealer, mais honnêtement, après mon expérience sur le jeu, j'aurais tendance à dire que c'est pas vraiment le cas. Le paladin est avant tout un tank. C'est pas vraiment un personnage qui va causer énormément de dégâts. C'est un personnage qui va être un tank et qui va également être un personnage de support pour ses alliés. Si vous voulez faire un combattant au corps à corps qui va causer beaucoup de dégâts, je pense pas que le paladin soit très efficace à ce niveau-là. Alors après, c'est peut-être moi qui ai mal créé mon paladin à l'époque où je l'ai essayé. Hein. J'ai pas non plus joué 100 heures avec le paladin, donc c'est difficile à dire. Mais ma première impression était vraiment que le barbare et le guerrier causaient beaucoup plus de dégâts. Et que le paladin était plus apte à aider ses potes avec ses aptitudes sacrées, plutôt que de réellement pourrir la vie aux ennemis. Alors d'un point de vue stat, j'aurais donc tendance à investir en might de manière assez réfléchie, vu que malgré le fait que c'est une stat conseillée, j'ai vraiment pas trouvé que le paladin était très efficace d'un point de vue dégâts. Perception et que le conseil à donf, j'aurais tendance non plus à pas m'investir tant que ça dedans. Certes, ça aide en défense, ce qui va être important vu que c'est un personnage qui va généralement être au corps à corps. Mais je trouve que c'est peut-être pas nécessaire non plus d'y aller de manière trop massive. Intellect évidemment utile pour les zones d'effet de tout ce qui va être aptitude spéciale, aptitude sacrée.
Resolve qui va être utile en fait pour le paladin, parce que comme tu vas généralement être au corps à corps, c'est pratique d'avoir de la concentration pour éviter d'être interrompu lorsque tu, n'est-ce pas, envoies toutes tes aptitudes. Donc ça va être très très serviable pour le paladin, je dirais. Globalement, le paladin, c'est une classe... c'est une classe que je trouve assez intéressante à jouer, mais j'ai pas eu des résultats de ouf avec, honnêtement. Ils ont quelques capacités actives, plus que le guerrier, je dirais. Mais j'ai vraiment pas eu l'impression, disons, lorsque je jouais dans un groupe avec un paladin, parce que j'ai joué dans un groupe avec un paladin, c'était pas moi qui l'avais créé, mais il était là. Euh, j'ai pas eu vraiment l'impression que c'était, disons, le facteur le plus important du groupe. Donc je ne sais pas vraiment si c'est une classe que je recommanderais chaudement, le paladin. C'est pas une classe qui est mauvaise, vraiment. Tu peux encaisser pas mal dans la tronche avec un paladin, honnêtement. Ça fait d'excellents tanks. Mais si vous vous attendez à voir un de vos personnages avoir une performance très importante ou quelque chose d'immédiatement visible du point de vue de l'action sur la globalité du groupe, je ne sais pas si le paladin est nécessairement la classe que je conseillerais. Alors, ensuite nous avons le ranger. Alors, je vais être tout à fait franc avec vous, le ranger est probablement la classe que je trouve la plus mauvaise dans le jeu pour l'instant. Pendant la bêta, le ranger avait cette idiotie de partager sa vie et son endurance avec son pet. Ce n'est désormais plus le cas dans la version finale du jeu, donc c'est une excellente chose. Cela dit, lorsque ton pet meurt au combat, enfin meurt, tombe par terre parce qu'il est tombé dans les vapes au combat, tu prends un debuff sur le ranger, mais c'est quand même mieux que de tomber dans les pommes en même temps. Cela dit, vraiment le ranger, je le trouve vraiment pas fun. Je vais vous le dire comme je le pense. Le compagnon animal est utile à bas niveau parce que c'est une cible de plus pour les ennemis, n'est-ce pas? Et un acteur de plus pour les joueurs. Cela dit, leur puissance est relativement faible, je dirais. Ils sont vraiment pas solides. À la moindre gifle, ils dégagent. Donc vous attendez pas à tanker avec. Hein. C'est plus des supports d'un point de vue dégâts. Et le ranger lui-même a très peu d'aptitudes actives. Donc c'est un personnage qui est assez passif à jouer. Je pense qu'ils ont choisi de le rendre assez passif parce que comme t'as le compagnon animal en plus, ils se sont dit qu'ils voulaient pas non plus créer trop de d'actions à faire avec le ranger pour être efficace au combat. À noter que chaque pet d'ailleurs a une aptitude spéciale différente. Donc par exemple, je crois que le félin a un cri, enfin un rugissement qui va effrayer les ennemis. Euh, le cerf a une attaque qui va booster son efficacité offensive. Donc chaque pet a une aptitude différente. Je sais même pas s'il te les donne d'ailleurs les aptitudes différentes des pets lorsque tu le choisis, il devrait peut-être. Mais ouais, globalement le ranger, j'ai vraiment pas été fan, je dois dire. Ils ont... Ils ont pas assez de dégâts, ils ont pas assez... Enfin, ils amènent pas suffisamment de choses intéressantes au groupe pour être vraiment intéressant. Si vous voulez un archer dans votre groupe, j'aurais tendance à vous conseiller un rogue avec un arc, plutôt qu'un ranger. Je trouve vraiment pas le ranger intéressant. Je sais que c'est pas nécessairement un message qui va ravir les gens qui désiraient jouer ranger. Personnellement, je désirais jouer ranger, hein, mais c'est une classe sur laquelle j'ai passé pas mal de temps, que ce soit sur la bêta ou sur la version finale. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que c'est vraiment pas une classe très puissante, ni très intéressante à jouer. Donc du point de vue des aptitudes avec lesquelles vous commencez avec le ranger, il y a Wounding Shot et Marked Prey. Marked Prey va en fait marquer une cible pour qu'elle cause plus de dégâts, pour que vous causiez plus de dégâts dessus, pardon. Que ce soit avec le ranger ou son compagnon. Il y a Wounding Shot est en fait un dot, donc un dégât progressif. Sachant que le ranger dispose de talents plus tard passifs qui te permettent à toi et à ton compagnon de causer plus de dégâts, par exemple aux gens qui sont marqués ou aux gens qui sont frappés par Wounding Shot. Donc ça te permet de combiner là-dessus. Du point de vue du pet, il y a également pas mal de talents qui permettent d'améliorer le pet pour le rendre plus efficace en attaque, pour le rendre plus efficace en défense, pour lui donner une petite attaque discrète un peu à la manière du rogue. Donc il y a pas mal de moyens de personnaliser le pet à ce niveau-là, mais vraiment le ranger c'est une classe sur laquelle j'ai vraiment pas accroché, donc là vous voyez vous pouvez choisir votre compagnon. Est-ce qu'il vous donne les aptitudes de chacun des compagnons? Ils ont pas l'air, hein. Ils ont pas l'air de donner les aptitudes des compagnons. C'est un peu dommage ça, peut-être. Donc je sais que l'ours est le plus solide. On va t'appeler Bob. Juste pour voir les stats. Au passage, ils auraient pu également vous montrer le compagnon au moment de créer le personnage. Je pense que ça aurait pas été trop. Ils auraient pu faire pareil d'ailleurs avec les formes animales du druide. Alors le ranger évidemment est un personnage qui va être
principalement orienté pour causer des dégâts, donc investir en Might est pas une mauvaise idée. J'aurais tendance à dire d'y aller assez franchement sur Might avec le Ranger, vu que de toute façon il va être de loin, donc ses capacités défensives vont peut-être pas être aussi importantes qu'on pourrait le croire. Alors dextérité, on pourrait se dire c'est un Ranger, donc faut que j'investisse en dextérité pour être bon à l'arc, mais il n'est pas nécessaire d'être bon en dextérité pour être bon à l'arc dans Pillars of Eternity. Cela dit, avoir un score de dextérité élevé te permettra d'agir plus vite, ce qui est quand même utile avec le Ranger. Voilà, donc perception va surtout être serviable avec le Ranger pour avoir de l'interrupt, ce qui va te permettre notamment de pourrir la vie au mage. Et l'intellect, c'est surtout pratique pour la durée, plus que pour les zones d'effet, notamment pour la durée de Wounding Shot. Mais honnêtement, je suis pas certain que ce soit franchement hyper important de mettre des masses non plus en intellect avec le Ranger, du moins ce que j'en ai vu. Resolve est pas nécessairement utile avec le Ranger, je dirais même plus que c'est pas utile du tout. Et j'aurais même tendance à dire, si vous faites un Ranger, vous pouvez vous permettre de virer quelques points en constitution. Comme je l'ai dit, enfin, généralement le Ranger va être joué de loin. Euh, du coup, vous pouvez vous permettre d'avoir un peu moins de vie et de fortitude avec le Ranger, quitte à avoir peut-être un peu plus de puissance offensive. Cela dit, il est peut-être possible de jouer un Ranger plus valable au corps à corps, mais comme la plupart de ses aptitudes actives se tirent de loin, j'aurais tendance à avoir des doutes à ce niveau-là. Mais ouais, comme je l'ai dit, le Ranger, c'est probablement la classe que je trouve la moins intéressante dans le jeu pour l'instant. Donc je ne sais pas vraiment si c'est une classe que je vous recommanderais. Cela dit, les pets sont sympas, ils sont rigolos, mais c'est dommage, j'aurais vraiment bien aimé faire un Ranger avec un pet cerf que j'aurais euh, appelé Yakuru, pour le baser sur Princesse Mononoke, mais bon. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Cela dit, c'est peut-être dû à mes préférences personnelles, hein. Si jamais vous voulez vraiment à 100% jouer un Ranger, le jeu est suffisamment permissible pour vous permettre de jouer un Ranger, hein. N'oubliez pas que vous allez être 6 dans votre groupe, donc s'il y a un mec qui se cure un peu le nez pendant que les autres tabassent tout le monde, c'est pas non plus la fin du monde. Donc on enchaîne sur le Wizard, qui est un petit peu une autre des classes que je dirais génériques, n'est-ce pas, de ce genre de jeu. Donc le Wizard, évidemment, est le lanceur de sorts le plus basique, entre guillemets, dans le jeu. La manière dont il fonctionne est assez proche à ce qu'on peut trouver dans un jeu de l'Infinity Engine. Donc avec des niveaux de sorts, on choisit ses sorts. Il fonctionne plus comme un sorcier, cela dit, que comme un Wizard de Donjons et Dragons, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc on va avoir un éventail de sorts et la possibilité d'utiliser un certain nombre de sorts par niveau, plutôt qu'un certain nombre de sorts en particulier. D'un point de vue gameplay, n'oubliez pas que Pillars of Eternity vous permet d'équiper tout ce que vous voulez, donc vous pouvez tout à fait faire un mage en armure lourde si ça vous éclate. Personnellement, j'ai tendance à utiliser les wizards de manière assez classique dans le jeu, parce que celui que tu recrutes n'est pas non plus très robuste, donc j'aurais tendance à éviter de le mettre au corps à corps. Alors faites attention, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle de Pillars of Eternity est au courant que les wizards c'est dangereux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils ont un peu adopté ma fameuse tactique de si on voit un mage, on lui casse les jambes. Donc faites gaffe à ça si vous décidez de jouer mage. Les mages ont une aptitude défensive qui te permettent de compenser un peu ça, mais faites toujours attention à l'endroit où est votre mage, parce qu'il peut très vite se faire défoncer la gueule. Je crois que ça s'appelle Arcane Veil, leur aptitude défensive. Wizard Veil ou une connerie comme ça. Mais c'est une aptitude qui vous permet de compenser un peu votre fragilité, parce que comme vous pouvez le voir là, le Wizard c'est pas le mec le plus solide. Avec les sceptres comme cela, on peut tirer à distance avec le Wizard, donc c'est un gros avantage, ça permet de rester 100% magique, n'est-ce pas, plutôt que d'avoir utilisé une arbalète ou un arc, quoique vous pouvez tout à fait utiliser une arbalète ou un arc si ça vous éclate. Hein. Côté sort, le Wizard par contre, je dirais, est plus orienté dégâts qu'il peut l'être dans Donjons et Dragons. Je dirais que Pillars of Eternity a en fait pas mal séparé les sorts de contrôle et les sorts de dégâts pour donner tous les sorts de contrôle aux autres classes du style Cypher et Chanteur, et laisser le Wizard avec une grosse majorité de sorts de dégâts. Donc j'aurais tendance à dire qu'à l'inverse du Cypher, le Wizard va généralement avoir un ou deux sorts de contrôle par level, et le reste ça va être quasiment que des sorts de dégâts. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, si je jette un petit coup d'œil à mes sorts de niveau 1, vous pouvez voir quand même la grosse majorité, ça va être des sorts de dégâts. J'ai pas envie de dire peu, mais il y a une minorité de sorts de contrôle. C'est généralement plus des sorts de dégâts et des debuffs qui va avoir le Wizard, plutôt que des sorts de contrôle. Donc malgré le fait qu'il y en a quelques-uns, comme par exemple la toile d'araignée,
Il a confusion également, je crois, au niveau 3, au niveau 4, je me souviens plus. Comme sort, hein, j'entends, pas au niveau 4 du lanceur de sort. Donc pas mal de priorités sur les sorts de dégâts pour le wizard. Donc tout ce qui va être boule de feu, éclair. L'éclair est pas mal d'ailleurs, je le trouve mieux que dans Donjons et Dragons. La boule de feu est moins puissante par contre, j'aurais tendance à dire. Donc voilà, donc missile magique. On retrouve pas mal des sorts classiques de Donjons et Dragons, entre guillemets, dans l'arsenal du Wizard, mais j'aurais quand même tendance à dire qu'il a moins de sorts de contrôle que ce à quoi je m'attendais. Donc si vous aimez faire un mage pardon, pur contrôle, j'aurais tendance à dire que un Cypher vous plaira probablement plus que le Wizard. Le Wizard, je pense que son objectif principal est vraiment d'être l'artillerie lourde du groupe, à ce niveau-là. Donc avec tout ce qui va être sort de zone, qu'il faut évidemment faire attention comment on les cible. C'est pas nécessairement un personnage que j'aime pas, le Wizard, j'aurais juste tendance à dire que sa concentration sur les sorts de dégâts a tendance à le rendre peut-être moins versatile qu'il pouvait l'être dans Donjons et Dragons à ce niveau-là. Ils sont un peu plus bruts, quoi, nos amis les Wizards. Dans Pillars of Eternity, j'aurais tendance à dire. Malgré le fait qu'il y a quand même quelques petits sorts hein, de contrôle, notamment Slicken par exemple, qui te permettent de compenser un peu, mais globalement, la grosse majorité des sorts que vous allez choisir à chaque niveau vont être des sorts de dégâts. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose si vous voulez faire un mec qui jongle avec des boules de feu. Donc évidemment, Wizard va avoir une très grosse importance dans Might, parce qu'il va causer des dégâts. Dextérité va lui permettre également d'être un poil moins lent et d'avoir quelques aptitudes défensives. Cela dit, généralement, votre Wizard, ça va être du papier mâché, hein, donc vous attendez pas à non plus l'envoyer au corps à corps, à moins de l'avoir vraiment préparé pour ça. Et évidemment, l'intellect va être très utile pour tout ce qui va être effet de zone. Donc avec mon Wizard, personnellement, si je devais en créer un, j'aurais tendance à sacrifier peut-être de la constitution pour lui permettre d'avoir un petit peu d'intellect. Je ne sais pas si je sacrifierais de la perception, honnêtement, parce que ça flinguerait un peu sa défense, ce qui le rendrait potentiellement plus fragile dans les situations clés. Je ne sacrifierais pas de Resolve non plus, parce que perdre de la concentration pourrait te coûter cher. Donc ouais, j'aurais tendance à partir prioritairement soit en might, soit en intellect, puis ensuite en dextérité. Honnêtement, 16 en dextérité, c'est peut-être même un peu exagéré, j'aurais tendance à dire. Je pense que might ou intellect sont vraiment les stats les plus importantes pour votre wizard, de très loin. Ils peuvent causer vraiment des dégâts assez importants si on les joue bien. Les placements sont évidemment très importants. Le jeu est vraiment bien fichu au niveau des aires d'effet des sorts, je dois dire. Je suis très très fan de ça. Ça te permet de balancer une boule de feu en sachant à l'avance si tu vas brûler les sourcils de tes guerriers ou pas. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un personnage qui, d'un point de vue tactique, est assez intéressant à jouer, malgré le fait que son éventail de sorts est peut-être pas aussi varié qu'il pouvait l'être par le passé. Alors, on sort des classiques et on retourne dans le bizarre avec le chanteur. Donc le chanteur, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'ersatz de Bard de Pillars of Eternity, et c'est probablement la classe la plus zarbi du jeu, pour être tout à fait honnête. Pourquoi est-ce que c'est une classe zarbi? Le chanteur, c'est parce qu'en fait le chanteur va utiliser ce qu'ils appellent un système de phrases et de chants, comme vous pouvez sans doute le voir à droite. Donc les phrases, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pouvoirs passifs que le chanteur va lancer automatiquement au combat. Donc on peut en choisir en fait lorsqu'on commence. Donc voilà des phrases par exemple. Donc par exemple cette phrase-là va réduire les dégâts des ennemis aux alentours. Cette phrase-là va bouffer l'endurance des ennemis aux alentours. Cette phrase-là va buffer les défenses de mes alliés aux alentours. Donc toutes ces phrases-là, il va les lancer automatiquement au combat. On a en fait un livre de chants dans lequel on peut organiser nos phrases. Donc par exemple lui dire commence par cette phrase-là, puis cette phrase-là, mais il les lance automatiquement. On peut d'ailleurs créer plusieurs chants, parce qu'un ensemble de phrases est considéré comme un chant. Donc créer plusieurs chants, donc on peut se créer un chant par exemple offensif, puis un chant de buff, un chant défensif, et en changer au cours de combat. Cela dit, l'exécution de tout ça est automatique, et en fait le fonctionnement du personnage est qu'au bout d'un certain nombre de phrases, le chant va être complet. Une fois que le chant est complet, le chanteur va pouvoir utiliser ce qu'ils appellent une invocation. Et les invocations, en fait, ce sont des sorts actifs, donc eux, faut les activer. Qu'on va voir là, voilà. Des sorts actifs qui sont généralement plus puissants. Donc ce sont les seuls sorts actifs du chanteur. Les autres sont vraiment tout à fait passifs. Et ça permet au chanteur de faire pas mal de trucs intéressants, en fait. Le chanteur a pas mal de sorts de contrôle et d'invocation.
C'est d'ailleurs probablement le personnage le plus versé dans les invocations du jeu. J'aurais même tendance à dire que si votre délire c'est les nécromanciens, je pense que le chanteur est le plus proche euh, de cet archétype dans Pillars of Eternity. Donc comme invocation, là vous avez ça. Vous pouvez voir au passage que les noms des sorts des sortilèges entre guillemets du chanteur sont un peu à rallonge. Donc ça par exemple ça va invoquer un fantôme. Là on a une invocation de 3 squelettes. Là on a une grosse zone d'effet qui va débuffer la réduction des dégâts de nos ennemis. Donc les invocations évidemment sont beaucoup plus puissantes que les phrases, hein, n'est-ce pas, vu que ce sont des effets actifs. Et il faut faire attention au chanteur, en fait, de pas oublier de balancer les invocations au fur et à mesure du combat pour qu'il puisse reprendre... enfin, il va continuer son chant quoi qu'il arrive, mais pour qu'il puisse reprendre sa génération d'invocations au fur et à mesure. Donc c'est pas un personnage qui est très actif à jouer, le chanteur, je vais être honnête avec vous. Parce que généralement, tu l'envoies à l'attaque, puis tu le laisses faire son boulot dans son coin, jusqu'à ce qu'il ait une invocation à lancer. Mais leurs pouvoirs sont assez rigolos, je dois dire. Les invocations sont assez pratiques. Et assez unique pour le coup, d'un point de vue des classes disponibles dans le jeu. Donc intéressant à ce niveau-là. Personnellement par contre je sais toujours pas si il serait plus efficace en tant que combattant au corps à corps, combattant à distance. J'ai toujours pas vraiment réfléchi à ce niveau-là du point de vue du chanteur, parce que je dois dire que c'est pas non plus un mec très robuste, n'est-ce pas? Donc c'est un peu risqué à ce niveau-là. Donc du point de vue chanteur, vous pouvez voir qu'il recommande chaudement d'investir en constitution. Comme d'hab, à ce niveau-là, j'aurais tendance à dire, investissez peut-être pas au-delà du nécessaire en constitution. Avoir beaucoup de points de vie, c'est bien, mais je pense que avoir des effets plus intéressants, c'est mieux. L'intellect va être effectivement très 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 important pour le chanteur, notamment pour les effets passifs de ses phrases, mais également pour les invocations, qui sont des effets de zone. Donc je pense que l'intellect est probablement votre stat la plus importante. Concentration va être relativement utile avec le chanteur si vous avez l'intention de l'utiliser au corps à corps, vu que l'utilisation de ces invocations au corps à corps va être sujette, n'est-ce pas, à des interruptions, donc c'est important pour vous, je pense, d'avoir au moins un minimum de resolve. Je dois dire que le chanteur est probablement l'une des classes qui m'intrigue le plus, mais je sais pas si c'est quelque chose que je choisirais nécessairement en tant que classe principale, parce que je trouve que d'un point de vue gameplay, ils sont peut-être un peu trop passifs pour moi. Mais en tant que compagnon, honnêtement, je les trouve très très fun. Le côté buff ou debuff continu est vraiment assez rigolo, surtout qu'on peut en plus leur donner des effets passifs à leur chant qui régénèrent l'endurance au fur et à mesure. Donc à chaque coup qu'ils sont en train de chanter, ils régénèrent l'endurance de leurs potes, ce qui est évidemment très utile. Et les invocations, personnellement, j'ai toujours été très fan dans ce genre de jeu, de la possibilité d'invoquer des créatures. Euh, donc ça, je kiffe. Je dois dire que c'est relativement cool. Le fantôme est pas mal, les squelettes sont cool aussi. Il y a également des sorts de dégâts hein, dans les invocations qui sont tout à fait efficaces. Notamment celui-là, je crois, il fait assez mal. Voilà, 21 à 31 de dégâts croche. Donc c'est pas mal du tout. À chaque coup, quand vous choisissez des sorts de dégâts, au passage, faites bien attention au type de défense qui est choisi pour le sort, parce que comme vous pouvez le voir, chaque sort de dégâts va viser un certain type de défense, ce qui va vous aider en fait à savoir contre qui ce type de sort est puissant, puisque généralement tout ce qui va être classe, disons, subtil, genre voleur et ainsi de suite, va avoir beaucoup de réflexes, tout ce qui va être classe bourrine va avoir beaucoup de fortitude, et tout ce qui va être classe intelligente va avoir beaucoup de volonté, donc c'est important à ce niveau-là de savoir ce que vous ciblez, pour faire un petit hors-sujet rapide. Alors, le druide. Le druide est un lanceur de sorts assez classique dans son fonctionnement, qui dispose en plus de son fameux système de shapeshift. Comme vous pouvez le voir, on peut choisir plusieurs formes. Un petit peu comme les compagnons du ranger, chaque forme a ses avantages et ses désavantages. Donc c'est d'ailleurs quasiment les mêmes, pour être tout à fait honnête, vu que ce sont quasiment les mêmes animaux. Donc la forme animale, on va en fait pouvoir l'utiliser une fois par combat, pour aller attaquer. On peut attaquer qu'au corps à corps avec la forme animale, attention, pour aller attaquer les ennemis au corps à corps. A noter qu'on peut toujours lancer des sorts lorsqu'on est en forme animale, donc il n'y a pas vraiment à se retenir à ce niveau-là. Alors le druide, je l'ai pas joué sur la version finale du jeu, je vais être honnête avec vous, je l'ai beaucoup joué sur la bêta. Sur la bêta, il était complètement abusé, je vais être franchement honnête avec vous, c'était le meilleur lanceur du jeu de la bêta, tout simplement. Très 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 efficace. D'excellents sorts de zone, d'excellents sorts de buff, d'excellents sorts de debuff. C'était le lanceur de sorts le plus puissant, et d'après ce que j'ai entendu,
Sur le Twitter officiel des développeurs, ils l'ont pas mal modifié, entre guillemets, avant la sortie. Donc je ne sais pas s'il est aussi puissant qu'il pouvait l'être du point de vue de la bêta. Alors par contre, il y avait un truc dans la bêta qui était bien nul avec le druide, et c'était ses formes animales, qui était franchement pourri. Donc une fois de plus, je vous le rappelle, je ne l'ai pas joué sur la version finale, donc je ne sais pas si les formes animales sont toujours pourries, et si ces sorts sont toujours abusés. Mais c'était en tout cas le résultat sur la bêta. Donc le druide, d'un point de vue stat, il est relativement classique pour un lanceur de sorts. Might pour faire des dégâts, Intellect pour avoir des grosses zones, et Resolve, effectivement, pour pas te faire interrompre, vu que tu peux lancer des sorts au corps à corps. J'aurais tendance à lui mettre un petit peu de dextérité aussi, pour être peut-être un poil plus efficace en forme animale, mais honnêtement la forme animale est tellement pas efficace, enfin était tellement pas efficace dans la bêta, je ne sais pas ce que ça donne sur la version finale, j'ai pas encore croisé de druide dans ma partie, donc à voir, mais méfiez-vous quand même, parce que s'il a été rééquilibré un peu trop violemment, vous pourriez vous retrouver avec un druide particulièrement faible. Cela dit, dans la bêta, il était vraiment puissant. Beaucoup de sorts très très efficaces, notamment lorsque tu arrives dans les niveaux 2 et niveau 3 de sorts. Tu avais des sorts de foudre qui étaient assez affolants d'efficacité. Tu avais une espèce d'aura qui faisait tomber des éclairs sur les... je crois que ça s'appelait Wild Lightning. Sur les ennemis aux alentours, donc tu utilisais ça, puis tu te transformais en animal et tout le monde se faisait foudroyer pendant que tu leur tranchais la gorge. C'était un peu méga efficace. Euh, Globalement, une classe qui a des sorts intéressants. Ils ont pas mal de sorts d'un type offensif. Donc, comme d'habitude, le rapport prêtre-druide et que le druide est plus offensif au point de vue de ses sorts. Ils ont pas mal de sorts de type offensif, notamment des trucs qui vont pourrir les défenses des ennemis ou ralentir les ennemis, ce genre de choses. Donc, tout ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment un assez bon lanceur de sorts, le druide. Je pense que je l'utiliserais par contre à distance si j'en avais un dans mon groupe. Parce que si, disons, le résultat des formes animales est similaire à celui de la bêta, je les trouve vraiment pas efficaces au corps à corps. Donc autant les garder à distance et bombarder les sorts de loin plutôt que d'aller risquer de se manger une grosse gifle au corps à corps. Mais bon, comme je vous l'ai dit, mes impressions sur le druide sont vraiment basées sur la bêta vu que j'en ai pas encore croisé dans le jeu final. Donc prenez peut-être ça avec des pincettes, n'est-ce pas? Alors on va enchaîner sur le moine. C'est peut-être le moine qu'il n'y a pas à recruter également dans le jeu. Je me souviens plus. Je sais qu'il y a 3 classes qu'on croise pas à recruter normalement dans le jeu. Et par à recruter, j'entends en tant que vrai personnage avec des dialogues et ainsi de suite. Parce que si vous voulez créer un moine à recruter dans le jeu, vous pouvez... Donc le moine, du point de vue de son thème, est assez classique. Donc évidemment combattant martial. Pas nécessairement à main nue d'ailleurs, on peut utiliser des armes avec le moine et toujours employer certaines de ses aptitudes spéciales. Le moine, comme vous pouvez le voir, ses aptitudes conseillées sur la constitution et la dextérité. La raison pour laquelle la constitution est très importante, j'aurais tendance à dire avec le moine, contrairement aux autres classes peut-être, est que le moine utilise un système de blessure pour utiliser ses pouvoirs spéciaux. Donc en fait, lorsque vous allez débuter le combat, vous ne pourrez pas utiliser vos pouvoirs spéciaux, il va falloir attendre de prendre des coups dans la tronche pour pouvoir les utiliser. Donc à chaque fois que vous allez prendre des coups, vous allez charger votre jauge de blessure, et au fur et à mesure que votre jauge de blessure va être chargée, vous allez pouvoir utiliser vos coups spéciaux. Du point de vue coups spéciaux, les aptitudes du moine sont assez classiques. Hein. On retrouve un petit peu ce qu'on a dans Donjons et Dragons. Donc par exemple, on a Swift Strikes, qui est un ersatz de Flurry of Blows, qui en fait fait briller tes poings, c'est très joli, et te permet d'attaquer super vite. C'est vraiment pas mal pour causer des dégâts assez massifs en peu de temps d'ailleurs. On a également un Stunning Strike, donc je sais plus comment il s'appelle, c'est pas exactement le même nom, mais c'est une attaque qui va te permettre d'assommer un ennemi. Évidemment très pratique, généralement tu fais Stunning Strike, puis ensuite tu mets Swift Blow pour tabasser le mec pendant qu'il est assommé. Il y a également une espèce de kick, dont j'ai oublié le nom, qui cause des dégâts relativement respectables sur une cible unique. Et il y a une autre aptitude qui est très 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 efficace, qui te permet de jarter un mec super loin. C'est probablement d'ailleurs le knockback le plus puissant que j'ai vu dans le jeu. Ça cause des dégâts importants et ça dégage l'ennemi, mais vraiment super loin, c'est très pratique. Lorsque vous avez un ennemi balèze qui est arrivé là où vous ne voulez pas qu'il soit, pour lui dire va voir là-bas si je m'y trouve, c'est extrêmement pratique, ça le propulse vraiment à des distances assez importantes. À ce niveau-là, c'est assez cool. Alors le moine, d'un point de vue dégâts, est pas mauvais du tout. Il se concentre principalement sur des dégâts sur une seule cible. Cela dit, avec le moine, pour moi le compromis assez étrange du moine,
c'est que c'est un mec que tu vas soit choisir pour faire un causeur de dégâts, soit un encaisseur de dégâts. En encaisseur de dégâts, tu vas être obligé, quoi qu'il arrive, de porter une armure, ce qui est un petit peu gênant d'un point de vue thématique, j'aurais tendance à dire. Alors après, il y a des gens qui s'en foutent hein, du thème, donc tu peux tout à fait faire un moine en armure lourde si ça t'éclate. Ou alors tu vas en faire un type qui va causer des dégâts principalement, et le problème c'est que généralement les mecs qui causent des dégâts, c'est les mecs qui ne devraient pas trop recevoir de gifles, et si tu reçois pas de gifles avec le moine, bah tu peux pas utiliser tes pouvoirs spéciaux. Donc c'est un peu étrange à jouer le moine, j'aurais tendance à dire, vu que de toute façon t'es quasiment obligé de prendre des coups si tu veux utiliser tes super coups. Alors à noter qu'il y a quand même une aptitude dans le jeu, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui te permet de t'infliger en fait une blessure en début de combat, afin d'avoir au moins de quoi utiliser une aptitude au début du combat. Mais globalement, si vous voulez continuer à utiliser des aptitudes tout au long du combat, il va falloir prendre des coups, ce qui est un petit peu curieux lorsqu'on essaie de créer un personnage dont l'objectif principal est... Enfin, dont l'objectif principal n'est pas nécessairement d'être le tank du groupe. Ouais, je sais pas, c'est un personnage que j'aime bien d'un point de vue thématique, mais j'ai pas encore vraiment réussi à l'utiliser aussi bien que je le voudrais. D'un point de vue stat, le moine, je le trouve assez simple. J'aurais tendance à dire, mettez énormément de dextérité. Ça va vous aider notamment en attaque, mais également en défense. Donc mettez énormément de dextérité. Allez-y peut-être un petit peu plus généreusement que d'habitude en constitution. Parce que comme vous allez devoir prendre des coups pour utiliser vos aptitudes, ça va être très important d'avoir de la vie. Et ensuite, le reste, je le mettrai en might pour causer des dégâts. Et si jamais vous avez plus de points que nécessaire, j'aurais tendance à dire que la perception peut être également assez utile sur le moine pour vous aider d'un point de vue défensif et vous aider également à interrompre les mages. Ça peut être pratique. L'intellect sert pas à grand chose. J'ai pas vu pour l'instant de sort de zone sur le moine, donc je vois pas trop l'intérêt. Et Resolve, j'aurais tendance à dire que ça sert un peu à rien également pour le moine. Donc éventuellement vous pourriez peut-être... Ouais, j'aurais tendance peut-être à sacrifier deux petits points d'intellect pour essayer peut-être de voilà, partir sur un 16-16-18 comme ça pourrait être pas mal. Euh, Mais ouais, c'est une classe que j'aimerais bien arriver à maîtriser plus que je la maîtrise pour l'instant le moine. Parce que j'aime bien le concept, mais c'est vrai que le problème que j'ai, c'est que personnellement j'aime bien utiliser le moine en mode moine, c'est-à-dire pas vraiment d'armure et pas d'armes. Et le gros problème que j'ai assez régulièrement lorsque j'utilise un moine au combat, c'est que les ennemis sont trop occupés à taper sur les vrais tanks du groupe, du coup le moine prend pas de coups, du coup le moine n'utilise pas des masses d'aptitude, du coup le moine n'est pas très intéressant à jouer. Donc je pense qu'il faut peut-être l'utiliser en tant que tank hybride plus qu'en tant que damage dealer pur, notre ami le moine. Alors le prêtre, qui est un peu l'ersatz de Claire de Pillars of Eternity. Alors attention toutefois, contrairement au Claire des jeux Infinity Engine, le prêtre n'est pas un super combattant au corps à corps, dans le sens où il est pas très efficace d'un point de vue offensif, mais surtout, il n'est pas efficace du tout d'un point de vue défensif. Hein. Les prêtres ont vraiment pas beaucoup de points de vie, si vous regardez. Ils ont un score low, donc c'est la même chose qu'un voleur. Ils ont vraiment pas beaucoup de points de vie, donc vous attendez pas à avoir des prêtres aussi badass qu'ils pouvaient l'être dans Baldur's Gate ou Icewind Dale. Personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est probablement une bonne chose, parce que soyons honnêtes, la classe de Claire dans Icewind Dale et Baldur's Gate était quand même complètement abusive. Donc les prêtres ont été un petit peu revus à la baisse à ce niveau-là dans Pillars of Eternity. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui les joue à distance avec une arquebuse, parce qu'il y a un ordre, parce que évidemment on choisit sa divinité au début. Il me semble qu'il y a un ordre particulier de dieu qui te permet d'avoir un bonus aux arquebuses. Donc il y a pas mal de gens qui les utilisent comme ça. Comme vous pouvez voir, les prêtres ont pas mal de choix également d'un point de vue divinité, un petit peu comme les paladins. Et un petit peu comme les paladins, ils vont avoir des dispositions favorites et des dispositions mal aimées, qui vont avoir des influences sur l'effet de ton pouvoir passif qui s'appelle... enfin, passif, de ton pouvoir de classe qui s'appelle Holy Radiance, qui est une espèce de sort de zone qui peut avoir des effets complètement personnalisables en fait. De base, c'est un buff qui soigne un peu tes potes, enfin qui leur redonne de l'endurance. Mais à terme, tu peux le modifier pour que ça cause des dégâts aux ennemis, pour que ça donne des gros buffs aux prêtres. Donc il est possible de le personnaliser pas mal avec des talents à ce niveau-là. Donc ouais, le prêtre, vous attendez peut-être pas à ce qu'il soit aussi robuste qu'il pouvait l'être dans Donjons et Dragons. D'ailleurs, personnellement, j'aurais tendance à dire, si jamais vous l'utilisez au corps à corps, le prêtre, donnez-lui peut-être une lance. Parce que dans Pillars of Eternity, en fait, il y a un truc intéressant avec les lances, c'est que tu peux attaquer à travers tes potes avec une lance. Donc en fait, attaquer de derrière un pote. Donc un truc qui est assez efficace à faire avec un prêtre lorsque tu es au corps à corps, c'est tu mets le guerrier devant, puis tu mets le prêtre derrière le guerrier, comme ça le prêtre peut mettre des coups de lance derrière, sans avoir à nécessairement être apporté des coups de l'ennemi.
ce qui te permet de compenser un peu sa relative fragilité. Donc point de vue stat, pour le prêtre, j'aurais tendance à dire que le plus important va être l'intellect pour les zones d'effet de ses pouvoirs, qui généralement sont basés quand même pas mal sur des buffs. Il a également quelques sorts offensifs, hein, le prêtre. Il y a notamment un espèce de pilier sacré qui me rappelle beaucoup Diablo, qui est au niveau 2 ou au niveau 3 de sort, je crois. Chaque niveau, ils ont une espèce d'aura de régénération d'endurance, donc c'est une classe qui va très souvent être employée pour aider notre groupe à survivre plus longtemps. Ils ont pas mal de sorts de contrôle également, que ça peut être du debuff, ça peut être de l'horreur, ça peut être ce genre de choses. Honnêtement, leur éventail de sorts est relativement classique vis-à-vis des habitudes que l'on a pu avoir dans les jeux Infinity Engine. Donc se baser sur l'intellect pour avoir des grosses zones d'effets et des sorts qui durent longtemps, je pense que c'est très important pour le prêtre. La dextérité peut-être moins, je dirais. Might pour causer des dégâts et avoir des soins plus élevés, parce qu'il ne faut pas oublier que ça agit également sur les soins, Might. Donc à ce niveau-là, très utile si vous avez vraiment l'intention de pas mal soigner, et de toute façon vous devriez avoir l'intention de pas mal soigner avec le prêtre, et de pas mal utiliser ses aptitudes puissantes. Resolve va être vraiment utile, surtout pour lancer des sorts au corps à corps. Donc j'aurais tendance peut-être à pas investir tant que ça, personnellement, dans Resolve, parce que je balance pas vraiment mon prêtre en première ligne. Mais si jamais vous avez l'intention de le faire, n'hésitez pas, ça vous permet d'éviter d'être interrompu lorsque vous lancez vos sorts. Et au-delà de ça, le prêtre fonctionne de manière assez classique. J'aurais tendance à dire vraiment que c'est une classe très très proche de ce qu'elle pouvait être dans les jeux Infinity Engine, à l'exception du fait qu'elle est vraiment largement moins bonne d'un point de vue purement martial. Donc vous attendez pas à ce que votre prêtre soit un aussi bon tank ou un aussi bon guerrier, entre guillemets, qu'il pouvait l'être dans Baldur's Gate ou dans Icewind Dale. Mais au-delà de ça, le fonctionnement de la classe et sa philosophie est relativement similaire. Enfin, nous avons le rogue. Alors le rogue, c'est évidemment l'ersatz de voleur, n'est-ce pas, du jeu. Le rogue, généralement, son rôle principal va être de causer des dégâts sur une cible en particulier. Et j'aurais tendance à dire qu'à ce niveau-là, c'est la classe la plus efficace du jeu. Ils sont très fragiles, évidemment. Mais si vous voulez tuer un mec en particulier, c'est vraiment la meilleure classe. Ils sont vraiment super super efficaces à ce niveau-là, notamment grâce à leur aptitude de sneak attack, qui leur permet en fait de causer des dégâts supplémentaires à tous les ennemis qui sont un peu débuffés, c'est-à-dire aveuglés, attaqués sur le flanc, ce qui est très utile notamment parce qu'avec le Cypher, il y a un sort qui te permet de faire croire à tous les ennemis qui sont attaqués sur le flanc alors que c'est pas le cas. Donc à chaque coup qu'un ennemi est dans la merde, en gros, donc s'il est stun, s'il est par terre, s'il a un problème et que vous l'attaquez avec un rogue, vous allez avoir sneak attack qui va vous permettre de causer des dégâts supplémentaires. Par-dessus, on peut rajouter un talent qu'on obtient plus tard qui s'appelle backstab, qui te permet de sortir de l'invisibilité pour causer des dégâts supplémentaires. Donc si tu combines backstab et sneak attack, tu peux faire un massacre absolu, surtout que le rogue à terme peut débloquer des aptitudes qui lui permettent de redevenir invisible pendant un combat, donc ça c'est très pratique. Au-delà de ça, c'est un combattant martial relativement classique, hein, c'est-à-dire tu cliques et t'attaques. Ils ont pas mal d'aptitudes intéressantes du point de vue des passifs qu'ils peuvent débloquer. Ils ont notamment un passif qui leur permet de causer des dégâts progressifs à chaque coup qu'ils touchent un ennemi. Donc ça, c'est évidemment très utile. Ils ont également un finisher, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Finish Him tout simplement, qui te permet de causer des gros dégâts d'un seul coup. Ils ont une attaque aveuglante, je crois d'ailleurs qu'on peut la choisir dès le départ, voilà, Blinding Strike. Ils ont Crippling Strike qui permet de ralentir l'ennemi. Évidemment, tout ça, ça va être utile parce que Blinding Strike, une fois que l'ennemi est aveuglé, ton sneak attack est activé sur cet ennemi. Blinding Strike, je l'aime bien d'ailleurs, très utile sur les ennemis à distance. Ils ont également un petit peu plus tard une altitude de téléportation qui est à courte portée, qui est très utile pour deux raisons. Ça te permet notamment d'engager l'ennemi à distance. Donc par exemple un archer, tu fais hop, petite téléportation, Blinding Strike, l'archer est aveuglé. Ou alors quand tu es engagé au corps à corps par des mecs qui sont trop balèzes pour toi, tu fais hop, téléportation et tu te sors de là sans avoir à prendre d'attaque d'opportunité dans la gueule. Donc le rogue très intéressant à jouer. Je dirais que c'est la classe de tout le jeu qui demande probablement le plus de micromanagement. Donc si vous aimez vraiment avoir beaucoup de choses à faire pendant un combat, je pense qu'un rogue au corps à corps est probablement la classe qui va vous demander le plus de travail intensif pour obtenir des résultats efficaces. Cela dit, si vous l'utilisez bien et que vous utilisez bien toutes ces aptitudes, c'est de très loin la classe qui cause le plus de dégâts sur une cible unique. Mais vraiment, vraiment, vraiment super, super mal les rogues. Quand tu arrives sur un mec et que tu sors de l'invisibilité, tu lui colles backstab, puis tu l'aveugles, tu lui colles sneak attack,
Généralement, c'est de la purée à ce stade-là, le type. Il est également possible de les rendre tout à fait viables en les utilisant à distance. La seule différence, c'est que lorsque tu les joues à distance, ils vont être plus passifs d'un point de vue jouabilité, vu que tu auras moins à gérer leur placement au combat, parce qu'évidemment, il faut éviter de les maintenir au combat en 1 contre un guerrier ou un ennemi typé guerrier, c'est-à-dire un combattant martial, parce que malgré le fait qu'ils sont très efficaces d'un point de vue dégâts, les rocs sont également très fragiles. Donc, si tu joues à distance, t'as moins à gérer ça, t'as également moins à gérer le côté j'entre et je sors du combat, moins à gérer le côté je change de cible pour bien profiter de sneak attack. Donc vraiment une classe que je conseillerais aux gens qui aiment bien les jeux de stratégie notamment, voilà. Si vous aimez bien Micro, vos Marines dans StarCraft 2, je pense que le Rogue pourrait tout à fait être une classe intéressante pour vous. Euh, En plus, je crois bien qu'il n'y en a pas à recruter dans le jeu de scénarisé de Rogue. Alors, à noter que tout ce qui est désarmement des pièges n'est pas nécessairement lié aux voleurs dans Pillars of Eternity. N'importe qui peut apprendre à être discret ou à désarmer des pièges. Donc, paniquez pas, si jamais vous voyez pas de voleurs à recruter, vous pouvez apprendre à n'importe qui à désarmer des pièges. D'un point de vue stats, en tant que damage dealer, évidemment, le Rogue va avoir besoin de might. Donc, j'aurais tendance à investir assez lourdement en might si vous voulez causer des dégâts importants. Dextérité va être très important, non seulement pour attaquer vite, mais également pour survivre un peu lorsque l'ennemi va se retourner contre vous. Perception va également être important pour survivre un peu plus longtemps. Intellect, pas mal, j'aurais tendance à dire, pour tout ce qui va être vos aptitudes de debuff. Donc tout ce qui va être saignement, aveuglement, ralentissement, tout ça, ça va être pas mal pour l'intellect. J'aurais toutefois tendance à dire que parmi les aptitudes importantes du voleur, c'est probablement la moins importante. Donc je pense que je partirais probablement sur un truc dans ce genre-là, si je faisais un voleur, ou peut-être dans ce genre-là, à voir. Et le reste, je le laisserai au stade classique. Si vous devez absolument sacrifier quelque chose, avec le voleur, c'est difficile. Parce que la constitution, malgré le fait que c'est pas nécessairement la stat la plus utile pour le voleur, va quand même être important dans certaines situations, parce que même si vous le jouez très bien, il y a des moments où vous allez prendre des coups. Hein. Et Resolve, j'aurais tendance à pas vraiment sacrifier parce que tu perds en aptitude défensive. Et comme le voleur, une fois de plus, est très fragile, avoir des aptitudes défensives est quand même euh, vital lorsque t'es à court d'aptitudes qui te permettent de prendre la poudre d'escampette. Donc voilà, c'était mon rapide aperçu et résumé de toutes les classes jouables de Pillars of Eternity. Donc j'espère que ça vous a un petit peu aidé à faire votre choix. Et on se retrouvera très très vite sur YouTube avec des vidéos du jeu lui-même. Dès que ces abrutis qui ont placé un copyright sur mes vidéos décident d'aller se faire voir. Ciao tout le monde. Bonjour les gens. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo intéressante, je pense, sur Pillars of Eternity, parce que depuis que j'ai accès à la version finale du jeu qui m'a été fournie par l'éditeur il y a déjà pas mal de temps, quasiment une semaine avant la sortie finale, beaucoup de gens m'ont demandé des conseils sur les classes du jeu. Alors évidemment, malgré le fait que j'ai déjà joué pas mal d'heures, une bonne trentaine d'heures au jeu, j'ai pas non plus joué une trentaine d'heures à toutes les classes, n'est-ce pas? Donc ce sont des conseils à prendre avec certaines pincettes. Donc je vais prendre aussi en compte mon expérience sur la bêta du jeu, malgré le fait que certaines des classes ont été changées depuis lors. Donc ce sera une vidéo qui aura zéro gameplay. Hein. Tout ce que je vais faire, c'est vous parler un peu de toutes les classes du jeu, de mon expérience avec chacune d'entre elles. Sur la bêta ou sur le jeu final, si jamais j'ai eu l'occasion de les croiser. Sur le jeu final, j'éviterai évidemment de spoiler évidemment quoi que ce soit sur le scénario pour éviter que les gens qui, contrairement à moi, n'ont pas encore accès au jeu final aient quoi que ce soit de gâché. Alors, tout ça, ça n'a pas grand intérêt, je dois dire, vu que l'on se moque un petit peu de la race que l'on va jouer. Notez tout de même que chaque race a quand même un bonus racial intéressant, notamment un bonus qui est très à la mode, c'est celui des Zomoa, le bonus de plus de might, qui est très très à la mode. Mais tout ça, on s'en fout un peu. Voilà ce qui nous intéresse. Alors, comme vous pouvez voir, Pillars est puissant contre un certain type d'attaque. Par exemple, la déflexion est ce qui est plus efficace contre les armes à distance en règle générale, pour vous expliquer, n'est-ce pas? Les armures vont également avoir des statistiques d'absorption des dégâts différentes selon les types de dégâts reçus. Donc le fait que le guerrier puisse se donner un gros boost comme ça à la résistance à tout,
pour être tout à fait franc. Ça le permet d'être particulièrement solide. Le guerrier a également le gros avantage de régénérer de l'endurance constamment pendant les combats. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Pillars of Eternity utilise un système de vie qui est un petit peu double. Donc on a de la vie et on a de l'endurance. Donc l'endurance, c'est ce qui va baisser en priorité lorsqu'on va prendre des coups au combat. Lorsqu'on perd toute notre endurance, notre personnage va perdre connaissance et perdre de la vie. Si tu perds toute ta vie, tu meurs. Le guerrier a ce gros avantage de régénérer de l'endurance en continu pendant les combats, ce qui permet évidemment de compenser un peu les gifles qu'il va prendre. Du point de vue des aptitudes qui sont pratiques avec le guerrier, alors comme je l'ai dit, j'aime bien la position modale qui te permet de récupérer le gros bonus de défense, je la trouve vraiment super utile. Il en a une autre qui te permet également d'aider tes compagnons au combat d'un point de vue défensif, mais qui baisse ta précision. Je suis pas certain que ce soit nécessairement hyper intéressant d'utiliser celle-là. Je préfère l'autre honnêtement. Il a également une attaque qui est extrêmement utile, qui te permet de renverser les ennemis. Elle est extrêmement puissante. Lorsque tu commences un combat, généralement la première chose que tu fais, c'est que tu gifles un mec. Généralement le mec qui a l'air le plus dangereux dans le tas, pour qu'il bouffe Eternity et propose quand même un certain nombre de classes jouables. Parmi celles-ci, on a évidemment des classiques, donc guerrier, paladin, wizard, rogue, ranger, tout ça c'est des choses que l'on connaît bien. Et on a également des moins classiques, comme le cypher ou le chanteur par exemple. Cela dit, toutes les classes classiques ne sont peut-être pas aussi basiques qu'elles pourraient l'être habituellement. Alors comme vous pouvez voir, la classe par défaut qu'il nous assigne au tout départ, c'est le fighter, ce qui est d'ailleurs pas nécessairement la meilleure classe à choisir pour commencer, parce que c'est pas ce qui manque des ersatz de fighter lorsque tu débutes le scénario du jeu. Donc peut-être pas nécessairement obligatoire, disons, de jouer guerrier. Hein. Ne pensez pas évidemment être forcé à jouer ce genre de classe. On recrute assez vite des personnages, je dirais, génériques au début du scénario du jeu. Alors évidemment, je ne veux pas vous spoiler qui il s'agit ou de ce qu'ils font, mais n'hésitez pas à jouer une classe un minimum original parce que le jeu vous le permet tout à fait, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je crois que les seules classes dans le jeu qui ne sont pas recrutables en tant que personnage scénarisé, j'entends, c'est le barbare, le rogue, et la troisième, je me rappelle plus laquelle c'est. Je me rappelle plus laquelle. Troisième, je sais pas si c'est pas Cypher ou Chanteur, il y en a un des deux qui est pas recrutable. Je me rappelle plus laquelle est la troisième. Cela dit, comme vous le savez peut-être, Pillars of Eternity vous permet en fait d'aller dans une taverne et de créer vos propres compagnons à recruter si jamais vous n'avez pas ce qu'il vous faut dans votre groupe. Donc ça coûte de l'argent dans le jeu, mais c'est pas nécessairement un facteur limitant. Donc si jamais vous trouvez pas ce que vous voulez recruter, bah, vous pouvez passer à une taverne et créer un second personnage personnalisé afin de remplir, n'est-ce pas? Donc on va commencer par le fighter, vu que c'est la classe de base. Donc le fighter, évidemment, comme c'est généralement le cas dans les jeux de ce type, ça va être un combattant qu'on va généralement utiliser principalement au corps à corps. C'est globalement un tank, je dirais, malgré le fait qu'il cause quand même des dégâts tout à fait respectables. Faut vraiment pas s'étonner si votre fighter est un des meilleurs tueurs, entre guillemets, de votre groupe. Le fait qu'il cause des dégâts respectables n'empêche pas que c'est surtout un mec super solide. Pourquoi il va être super solide le fighter? Parce qu'il va notamment avoir ce qu'ils appellent des positions modales qui vont en fait pouvoir être activées. C'est un peu comme des auras pour caricaturiser. Qui vont lui permettre notamment d'être vachement plus solide. Donc il a, par exemple, une de ses auras va lui donner un boost massif à toutes ses stats de défense, donc réflexe, déflexion. Donc pour ceux qui connaissent pas, Pillars of Eternity utilise une multitude de statistiques défensives. Donc on a les réflexes, on a la fortitude et on a la déflexion. Chacun de ces types de dégâts va être le sol pendant quelques secondes. Ça peut vraiment faire la différence. D'ailleurs, vous le verrez, parce que lorsque les guerriers ennemis vont vous renverser vos mecs, vous allez sérieusement faire la gueule. Donc renverser les gens, vraiment super utile. Alors cela dit, un truc que je dirais, c'est que le guerrier, malgré le fait qu'il est plus actif d'un point de vue jouabilité,
qu'il pouvait l'être dans les jeux Infinity Engine, n'est-ce pas? Donc tout ce qui est Baldur's Gate, Icewind Dale et ainsi de suite. Il reste quand même pas le personnage le plus intense d'un point de vue micromanagement. Euh, à ce niveau-là, c'est quand même pas le personnage sur lequel vous allez avoir très vite beaucoup de capacités actives. Généralement, t'arrives niveau 5, niveau 6, t'as peut-être une ou deux capacités actives, dont une qui sera généralement modale, donc que t'auras pas besoin enfin, que t'auras besoin d'activer qu'une fois, et elle sera constamment en, en cours. Donc là, vous pouvez voir par exemple Knockdown. Il en a également une seconde. C'est pas celle-là. Je me souviens plus comment elle s'appelle, la seconde aptitude, mais il a une seconde aptitude qui est pas mal également, qui est une espèce de balayage qui te permet de dégager les mecs. Donc c'est pratique pour repousser les gens qui sont par exemple en train de taper sur ton mage. C'est une aptitude en plus qui tape en cône, qui est assez pratique à ce niveau-là, parce que au cas où vous ne le sauriez pas, dans Pillars of Eternity, les personnages ont ce qu'ils appellent une portée d'engagement, donc c'est un petit peu comme les attaques d'opportunité qu'on peut avoir dans certains jeux de rôle papier. Et la portée d'engagement, en fait, t'oblige, entre guillemets, à rester au corps à corps avec un ennemi qui est arrivé face à toi, pour éviter de